Bonjour. Depuis des décennies, les États-Unis, l'Europe et certains pays alliés se réclament être le berceau de la démocratie, les champions en démocratie. Ce terme caractérise un système de gouvernance mis en place dont l'essence même se trouve dans sa définition. Laissez-moi vous donner une définition classique de la démocratie. Le mot démocratie tient ses origines du grec. Démocratia, formé de démos, peuple, et de kratos, le pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, du gouvernement du peuple. Abraham Lincoln, le président des États-Unis, aurait un jour déclaré que la démocratie était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Suivant ce principe, la souveraineté appartient donc au peuple qui choisit ceux qui le gouverneront. Laissez-moi vous éclairer un peu plus. Il y a deux types de démocratie concrète. La démocratie directe, c'est lorsque les citoyens réunis en assemblée et exercent directement leur pouvoir en prenant par exemple des décisions à main levée. Il y a la démocratie représentative. C'est dans ce contexte où les citoyens choisissent des représentants pour exercer le pouvoir en leur nom. C'est de ce système de gouvernance que l'on nous a fait voir toutes les couleurs en Afrique. C'est dans ce système de gouvernance que ces pays se réclament être champions et nous demandent de nous y soumettre à tout bout de force. Pour mieux appréhender ce que j'appelle l'hypocrisie occidentale, laissez-moi prendre un sujet loin de l'Afrique. Je vous amène au Venezuela. Un pays sud-américain qui vit une situation impliquant une guerre entre les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est vraiment une guerre géopolitique et stratégique. Je vous explique. En 1998, Hugo Chavez est élu à la tête de ce pays à bord d'implosion, car l'arrivée de Hugo Chavez, le taux d'inflation avoisinait les 30%. Bref, Hugo Chavez, un visionnaire, un leader populiste venu de la classe ouvrière, arrive au pouvoir avec une vision d'unificateur et se fixe comme mission principale de rendre la richesse de son pays au peuple vénézuélien. Très tôt, il s'attelle à la création du Bolivarian Alliance for the People of Our America, appelé aussi ALB et ALBA, dont voici entre autres quelques objectifs. 1. Mettre en place un système d'intégration économique, sociale et politique régionale créé avec Fidel Castro en 2004 et un programme régional énergétique Petro-Caraïbes créé en 2005. Retenez ce concept de Petro-Caraïbes car nous y reviendrons plus tard. Avant l'arrivée de Chavez, le Venezuela était vraiment dans les mains d'une minorité bourgeoise soutenue par l'ami occidental. Exactement comme c'est le cas de plusieurs gouvernements marionnettes en Afrique aujourd'hui. Faisant des riches les plus riches, les pauvres plus pauvres, plus que jamais. Une décennie plus tôt, ce qui se passait au Venezuela est exactement ce qui se passe en ce moment en Europe, spécialement en France aujourd'hui, où la classe moyenne en a vraiment marre de cette bourgeoisie et le système de gouvernement politique mis en place, qui est basé sur une taxation à outrance du citoyen français moyen pour supporter le train de vie du gouvernement et les riches. Conséquence, des mouvements sociaux, des grèves à répétition, allant jusqu'à une paralysie du gouvernement. Hugo a été élu au Venezuela basé sur des promesses de campagne, dont, entre autres, celle faite au peuple de rendre le pouvoir au peuple. La répartition équitable des richesses du pays entre le peuple, le premier bénéficiaire ayant droit à la richesse vénézuélienne. Rappelez-vous ce qu'Abraham Lincoln disait à propos de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Dans la première partie de son mandat, Hugo a posé des actes qui lui ont valu le courroux des États-Unis et de certains pays occidentaux que seul son départ leur consolerait. Hugo Garago, il doit partir. La première action impardonnable d'Hugo fut de nationaliser la production du pétrole et la création avec Castro de ce Petro-Caraïbes dont on parle.
Il faut noter cependant que le Venezuela n'est même pas parmi les 10 premiers pays producteurs du pétrole, mais en termes de réserve, ça c'est une autre histoire. Voyons ce que les données de l'OPEP disent à ce sujet. Alors ces données changent toute la donne, puisque dès que l'on parle de pétrole, naturellement c'est l'Arabie Saoudite qui vient en tête, tandis que le Venezuela est assis sur la plus grande réserve, loin et très loin devant l'Arabie Saoudite. Le second acte impardonnable d'Hugo fut de chasser les sociétés pétrolières étrangères qui exerçaient au Venezuela avant son arrivée, entre autres ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil et le britannique BP, le norvégien State Oil et le français Total. Les conséquences de cette action ont été immédiatement ressenties au niveau de la population et les données économiques du Venezuela un peu plus tard. Plus de 20% de la population vénézuélienne est sortie de la pauvreté. Plus de 20%. Ce qui signifie qu'au quotidien, que le peuple a senti les bénéfices de la production pétrolière devenue nationale. Autrement dit, le pétrole vénézuélien exploité par des sociétés nationales vénézuéliennes au profit du peuple vénézuélien. Et cela est exactement le thème de campagne sur lequel Hugo Chavez avait bâti toute sa stratégie. Alors, dans le but de plier ce pays à leur guise, les États-Unis et alliés ont instrumentalisé la politique d'Hugo Chavez et imposé des sanctions hyper drastiques sur ce pays qui pourtant ne réclame rien sinon qu'on le laisse tranquille exploiter son pétrole comme il l'entend. En 2007, voici un article tiré de Guardian, assez explicite sur le sujet. Lisons-le ensemble. Dans ce document, il est écrit que le leader populiste affirme que le Venezuela n'a plus besoin de la tutelle ou de la domination impérialiste américaine. Il déclare officiellement le retrait du Venezuela du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, dont il a intégralement remboursé la dette vénézuélienne au préalable, économisant au passage 8 millions de dollars. Le FMI et la Banque mondiale ont fermé leur bureau en 2006. En remplacement, ils créent une Bank of the South pour les pays sud-américains. L'économie du Venezuela a vécu 10 trimestres consécutifs de croissance et les sociétés pétrolières citées plus tôt ont rétrocédé le contrôle total au Venezuela. À l'issue de cela, et comme si cela n'était pas suffisant, l'autre crime ultime que les États-Unis et ses alliés estiment impardonnable est pourtant ailleurs. Laissons le Venezuela un instant pour aller en Arabie Saoudite. Cette monarchie dictatoriale, je ne vois pas un autre nom, a été officiellement fondée en 1932 telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans un prochain numéro bientôt, je reviendrai sur ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, les États-Unis et autres. Retenez, en 1945, donc, le président Roosevelt et le roi signent un accord. Les États-Unis fournissent les armes et la protection au nouveau royaume contre toute attaque d'où qu'elle vienne. L'un des premiers points. En contrepartie, l'Arabie Saoudite garantit l'approvisionnement énergétique américain, notamment le pétrole. L'un des points aussi importants est le partenariat économique, commercial et financier, mais dans ce pacte, il a été clair et net et souligné la non-ingérence dans les affaires politiques intérieures saoudiennes. En des termes plus simples aujourd'hui, ce pacte se traduirait par « Nous, les États-Unis et amis, fermerons les yeux sur vos actes. » En témoigne l'assassinat et la décapitation du journaliste Jamal Khashoggi à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, mais pire encore, le massacre actuel de la population yéménite dirigée par l'Arabie Saoudite et sa coalition et soutenue par les États-Unis et ses larbins occidentaux. En contrepartie, vous nous fournissez le pétrole. Ça, c'est le deal. L'Arabie Saoudite est une dictature pure et dure. Mais à cause de sa position en tant que grand producteur de pétrole, ce fameux pacte signé par les États-Unis, elle peut dans ce cas se permettre de toutes les violations. Dans les années 70, pire, Nixon pousse encore plus loin les termes de ce pacte. Désormais, les États-Unis et acolytes continueront à protéger, mais aussi surarmer ce pays afin de représenter
un important poids militaire dans la région. L'Arabie saoudite doit être une puissance militaire dans la région. Cette stratégie permet également aux Américains de garder un contrôle total et absolu sur les besoins énergétiques croissants de tous les pays désireux d'acheter le pétrole, car l'acquisition du dollar américain est la condition sine qua non, ainsi que le respect des règles fixées par les Américains. Si vous êtes ami des États-Unis, cela pourrait être bien, mais si vous n'êtes pas d'accord avec les États-Unis, pour avoir leur monnaie, ça vous coûtera ce que ça vous coûtera. Voilà pourquoi la Russie, la Chine et les pays à fort besoin énergétique tributaires du pétrole sont tenus au cou par les Américains. En quoi cela est-il important? Revenons maintenant à Hugo Chavez et le crime fatal qui leur a coûté toutes les misères que le Venezuela traverse aujourd'hui. Nous savons maintenant que le Venezuela détient la plus grande réserve de pétrole. Alors, Hugo Chavez a créé un marché sud-américain où le dollar n'est pas l'étalon, mais plutôt l'or. Concrètement, ça veut dire quoi? N'importe quel pays pourrait s'approvisionner au Venezuela, soit en or, en euros, en dollars ou toute autre monnaie convertible pourvu qu'il y ait l'accord entre ce pays et le Venezuela. Cela signifie donc que les pays se libèrent de la contrainte du dollar américain et des exigences liées à son acquisition. Hugo Chavez doit partir. Peu importe la manière, Higarago. Alors, plusieurs années de résistance à ce qu'il a qualifié d'impérialisme américain et occidental, finalement, Hugo meurt d'un cancer en 2013. L'actuel président Nicolás Maduro, alors vice-président ou ancien premier ministre, est réélu après la mort de Hugo Chavez. Il maintient les mêmes mesures imposées par son prédécesseur et Maduro naturellement prend la place de Chavez et devient l'ennemi à abattre. Les sanctions sont redoublées par les États-Unis et les pays occidentaux pour asphyxier ce pays afin d'inciter à un soulèvement populaire interne. Le pays vit ce que nous voyons aujourd'hui. Le peuple vénézuélien tire vraiment le diable par la queue dû aux sanctions économiques drastiques imposées par nos amis américains et acolytes. Dans l'incapacité de renverser ce régime grâce à la fidélité de l'armée à ne pas s'immiscer dans les affaires politiques et défendre la constitution et la souveraineté du Venezuela, les Américains et Européens ont trouvé une nouvelle astuce au nom de Juan Guaido. Juan Guaido est un jeune né en 1983. Ses parents bourgeois divorcent et chacun se remanie de son côté. Donc, le petit Guaido grandit dans des conditions inhérentes à la situation familiale. Il intègre une école privée catholique, qui est l'Université catholique André Bello, d'où il sort diplômé. Un échange entre une interuniversitaire qui permettait aux étudiants vénézuéliens de faire des études aux États-Unis et vice-versa. Et grâce à ce programme, qui est sans diplôme anyway, à l'université George Washington aux États-Unis, Hugo entreprend des études et retourne au pays après. De retour à Caracas, on le trouve dans de mouvements de grève des étudiants dont il prend la tête de file. Il devient rapidement un opposant au régime de Maduro avec 14 sièges à l'Assemblée nationale sur 187. Il est propulsé, élu, on ne sait comment, président de l'Assemblée vénézuélienne. En janvier 2019, Juan s'autoproclame président par intérim du Venezuela et il fournit comme argument principal ceci. Maduro, l'actuel président, a été frauduleusement élu et ce dernier n'est donc pas reconnu comme président puisqu'il y a eu beaucoup de fraude d'après leurs conclusions sur les élections et par conséquent, la présidence est vacante. Et la constitution vénézuélienne prévoit qu'en cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient le président par intérim. Donc, je suis le président par intérim, il se déclare. Pendant que le président dont il prétend être mal élu, mais élu quand même, est en train de gérer le pays. Le président américain Donald Trump déclare que son gouvernement reconnaît Juan Guaido comme président du Venezuela.
Vous rappelez-vous les noms des pays européens qu'Hugo Chavez a renvoyés du Venezuela, la France, la Norvège, la Grande-Bretagne, etc., etc. Ces pays rallient d'autres pays européens et viennent en rang et colonne bien serrée derrière les États-Unis pour reconnaître à leur tour un président autoproclamé comme président par intérim du Venezuela. L'Europe, les champions du monde en démocratie, la mère de la terre démocratique, qui, naturellement, peut reconnaître un président autoproclamé sur un coin de la planète, mais pas sur un autre. Toute cette analyse m'amène à me poser des questions depuis quand l'Europe reconnaît-elle les présidents autoproclamés? En quoi un président autoproclamé serait-il différent d'un autre qui modifie sa constitution pour se faire réélire et maintenir au pouvoir à vie, comme on le voit sur le continent africain aujourd'hui? Quelle est la notion de démocratie que nous devrons apprendre finalement? Parce que là, je vous avoue que je ne comprends rien. Dans cette analyse, je vous ai montré la place que l'Afrique représente en réserve de pétrole. Nous avons les richesses nécessaires. D'après les données de l'OPEP, si l'Afrique se réunissait en un seul bloc, d'une seule voix, ce continent occuperait la 3e place des pays disposant des réserves du pétrole dans le monde. Nous aurons notre voix, nous aurons notre mot à dire. Alors, mes chers frères africains, il est temps d'agir maintenant, car il n'est jamais tard. Pour moi, enough is enough. Je vous laisse réfléchir sur la question, que chacun tire sa propre conclusion. Merci.